Je viens de vous le dire dans les titres, le président de la RDC en séjour à Isiro, province du Haut-Ouélé, a été accueilli par une population fortement mobilisée. Félix Tshisekedi s'est adressé à la foule pendant près d'une demi-heure. Rachel Foutou, Coco Moulicho, reportage. Si samedi 30 novembre est un jour particulier pour la population d'Isiro qui s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu d'une mission d'itinérance de près d'une semaine à Kalemi, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport d'Isiro-Matari par le gouverneur de province, Jean Bakomito, la distinguée première dame et toute la notabilité locale rangée pour saluer le couple présidentiel. C'est au crépuscule que le cortège présidentiel a fait son entrée dans le centre-ville jusqu'au carrefour de la Poste, pris d'assaut par une population très enthousiaste. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont été chaleureusement ovationnés par cette population qui attendait d'écouter le père de la nation. Dans son adresse d'une demi-heure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite et abordé tous les sujets. Naye kotala misala oyo ebandi o nalakaki bino pona ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Haut-Ouélé. Pona lingi koyoka ngo na sangote na lingi komimonela ngai moko. Na yepe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso annualité. Mokolo ya lendi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa. Esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma. Kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki. Na likambo yo to bengi couverture santé universelle. Bokoyoka yango soki nanu boyoki yango te. To bandi nanu na kategoria ba mama na bana to lobi kote wana pe kobota ekokoma ofele Kongo mobimba. Et si ebandi déjà na ba province misusu nazali koloba mama premier ministre azali awa akobenda ministre a santé Matoi asa na lombango bana Haut-Ouélé pe bazwa accouchement gratuit. La sécurité étant la priorité des priorités, le chef de l'État a mis en garde contre tous ceux qui veulent faire revivre les événements malheureux de 1964 ayant entraîné le martyre de la sœur Annualité. Engagement ya mibale nazwaki ezalaki engagement o etali likambo ya sécurité. Yango nalingi nanyata sete esika wana pona bino bandeko na biso ya Haut-Ouélé. Na wuti koloba wake toye ko commémorer 60 ans ya liwa ya ndeko na biso sœur Annualité. Toye soki boyebi ebele kati na bino babota makina note tango sœur Annualité a zwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya baza kolukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion esalaki ke ndeko na biso wana akuta na liwa. Lelo lisusu bandeko na biso ba Congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te. Tokani? Bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Kongo.
Au sujet de la Constitution, le chef de l'État est resté formel à sa position. Au cours de sa mission d'itinérance dans les Hauts-Tuélé, le président de la République et la distinguée première dame vont participer lundi à la grande messe de fin de pèlerinage en mémoire de la bienheureuse Anouarité. Il va aussi échanger avec les forces vives locales. Et après Isiro, Bouta dans le Bazoélé a également accueilli ce dimanche le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et restons à Isiro, dont les personnalités politiques et ainsi que la population ont tous apprécié cette descente sur place du chef de l'État une année après la campagne électorale de 2023. Isiro ne se fera pas prier à l'effet de mériter son statut de ville. Si vous voulez, acquise au président Tshisekedi, cela va de soi. Nous attendons le mot d'ordre du président, tant il est vrai que par cet acte qui court, nous savons ce qui est mieux pour nous. Et à notre place, personne ne peut décider si ce n'est les Congolais que nous sommes et c'est de la grande province orientale et en particulier celle de la province du Haut-Tuélé. Dans la partie orientale de notre pays, nous faisons face à une énième agression de Sié Kagame. Voilà pourquoi nous disons, avec le président de la République, en commandant suprême, tout naturellement, les Congolais de cette partie du pays lui donneront tout naturellement, je me répète, la main d'association à l'effet de bouter les ennemis hors de notre pays, parce qu'il faut les rappeler à l'occasion. La bienheureuse Anouarité a été tuée par la rébellion des années 60. C'est à se demander si l'histoire se répète, parce qu'évidemment, il y a certains de nos fils qui sont désormais avec le même, qui veulent toujours du mal à ce pays. Mais nous n'allons pas céder. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir le chef de l'État dans la ville d'Isiro parce qu'on sait bien que sa présence ici dans la ville, ça sera un changement total dans notre province Haut-Tuélé. Nous avons mobilisé d'abord toute la population d'Isiro et notre parti APOSEM est vraiment là pour soutenir le chef de l'État. Alors, Tonito Komissa, merci Nabiso. Vous avez un message à toutes les populations. Je suis mobilisateur. Nous avons un rapport à toutes les populations. Alors, nous avons un minda makasi, lumière, peut-être goudron en boka. Nous avons un soni makasi, mais le lot fatia longo biso soni. Nous avons un trop, na rivage na ya lelo, na maman na biso maman Denise Nyakero, maman wa Taifa. Nous avons vraiment baron sengo. Et un groupe d'enfants victimes de conflits dans le Nord Kivu vient d'atterrir à Kinshasa avec un plaidoyer adressé aux autorités du pays invité à mettre un terme à ce cycle de violence à l'Est. Ils vont également assister à un match pour la paix prévu au stade de Martyr. Guilain Kabalundi et Kazo Kazadi ont fait ce reportage. Être fragile et vulnérable de conflits, ces enfants des camps des déplacés dans le Nord Kivu ne seront plus jamais seuls. L'État et le peuple congolais, à travers le FONAREV, Fonds national des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité alimentaire, œuvrent désormais pour contribuer à assurer le relèvement. Après leur identification sur place à Goma, ces enfants sollicitaient de venir à Kinshasa pour faire leur plaidoyer auprès des autorités congolaises. Et c'est ce dimanche, 1er décembre 2024, que ces jeunes déplacés de Goma, une cinquantaine, ont foulé le sol quinois. Accueillis par la ministre nationale des droits humains Chantal Chumba Mwavita et les responsables du FONAREV, ces enfants innocents, vulnérables et témoins des atrocités ont un message à faire passer. Et le FONAREV, dans le cadre de la réparation des victimes, met en place un programme pour leur prise en charge. Les enfants sont là, des victimes de guerre. Ils sont nés, ils n'ont rien fait, mais regardez dans les yeux des enfants, leur lueur ne traduit rien, ni la joie, ni la souffrance. Donc ils n'ont pas vu la joie, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Mais heureusement, nous avons un chef de l'État qui est humain, qui est prêt à restaurer la dignité des peuples congolais, comme nous disons en Swahili, et Shimampaka Irudi. Et aujourd'hui, ils vont rencontrer les autorités congolaises pour que le président de la République, en tant que garant de la nation, prenne des dispositions qui s'imposent pour les enfants. Le sourire à donner à ces enfants, c'est l'objectif que poursuit ce projet. Une initiative soutenue et appuyée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, ces enfants déplacés devront également assister et participer à des ateliers pédagogiques avec en point d'orgue l'organisation du match pour la paix ce 3 décembre au stade de Martyr.
Des légendes mondiales du football et d'autres personnalités influentes se réuniront pour célébrer la fin de l'année 2024 avec les enfants victimes de la guerre du Nord Kivu. Et nous rentrons dans le Haut-Touélé où la première ministre va elle aussi participer à la commémoration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse annualité Nengapeta. Bien avant cela, Judith Suminoa a décidé de la mise en place d'une commission gouvernement 5 pour assurer les succès de la célébration de l'année jubilaire de la bienheureuse. Après l'identification, l'évaluation, place à l'accompagnement et assistance sociale aux victimes de la démolition des Bipemba Mbujimaï au Kasaï oriental. 3 sites ont été constitués pour l'assistance sociale, Caritas, mairie et la commune de Bipemba, avec 2 guichets à chaque site, sauf à celui de Bipemba où l'on compte 3 guichets. À titre symbolique, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des enveloppes des vivres et non-vivres, de quoi réjouir les victimes bénéficiaires. Merci au président de la République, merci à la ministre des Affaires sociales Aziza Mounana de se souvenir de nous par ce geste d'une très haute portée sociale. Nous avons l'argent pour la garantie et les vivres pour nous nourrir. En tout cas, notre joie est immense. Après le site de Caritas, le même exercice a été fait au site de la commune de Bipemba où il y a eu un nombre élevé de victimes. Pour terminer, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, a conscientisé les victimes du site de la mairie au respect des consignes et surtout à la discipline. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, a au nom du gouvernement de la République encouragé les sinistrés à continuer à soutenir le gouvernement de la République et a beaucoup prié pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi afin qu'il concrétise sa vision de développement pour le pays. Nous reviendrons un peu plus tard sur les images de la primature et vous avez compris que à travers ces images que plus de 4000 familles victimes de démolitions massives de Bipemba au Kasaï oriental ont bénéficié d'une assistance du gouvernement. La ministre des Affaires sociales a supervisé l'opération sur les 3 sites retenus. Et le lycée Siamba, nous sommes à Kikwit, province de Kwilu, doté d'un centre photovoltaïque, ce qui va donner de l'électricité à cette école. Une action des anciennes élèves avec à leur tête Marie-Ange Mouchobiekwa, ou plutôt Marie-Ange Lukiana, excusez-moi, un commentaire de Bobo Anan Mokondi. En pleine mission Sacré-Cœur de Kikwit dans la province du Kwilu, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, aux alentours de l'année 1952, était sortie des terres une infrastructure éducationnelle Saint-André, qui sera appelée par la suite lycée Siama. Une école qui dotera à la RDC une élite intellectuelle capable de bouger les lignes dans différents secteurs, notamment politiques. Sur la liste des anciens élèves de la promotion 1974 du lycée Siama figure une personnalité emblématique de la scène politique congolaise, Marie-Ange Lukiana Moufankolo. 50 ans après, ce digne produit du lycée Siama revient à la charge pour célébrer sa mère nourricière sur le plan intellectuel. Soucieuse de voir la jeunesse congolaise étudier dans de bonnes conditions, elle a fait un don de panneaux photovoltaïques en faveur de bâtiments de cette pépinière intellectuelle. C'est là pour permettre aux nouvelles générations de disposer de l'éclairage nécessaire pour leurs exercices et séances d'apprentissage. Ainsi, pour lier l'essentiel à l'agréable, Marie-Ange Lukiana Moufankolo a actionné les panneaux solaires. Que la lumière soit. Reconnue pour son côté philanthropique, Marie-Ange Lukiana Moufankolo a procédé à la pose de la première pierre pour l'érection des forages et des citernes de stockage afin de fournir de l'eau potable aux élèves. Un moment de retrouvailles couronné d'émotions, de souvenirs, d'histoire d'un cursus scolaire élogé, d'échanges et de partage d'expériences transgénérationnelles. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit de nous, c'est grâce surtout à cette formation-là. Et nous allons rappeler que vous ne serez pas seuls. Dans le temps, nous vous avons apporté du matériel et avec ce matériel, vous avez construit une salle informatique. Cette cérémonie a été ouverte par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-André. Et elle reste une journée historique et immortelle dans la mémoire collective des habitants. Une
Une semaine bien riche en événements. Le premier citoyen congolais, Félix Tshisekedi, l'a démarré sur le terrain. On retient entre autres son séjour dans le Tanganyika, sélection de Kibambe Somoïsa. Les forces vives de Kalemi se sont mobilisées pour réserver un accueil très chaleureux au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail dans les chefs-lieux de la province de Tanganyika. La population a bravé la pluie pour écouter le message du chef de l'État poursuivant une tournée au Grand Katanga. À cette population de Kalemi, le président de la République a demandé de s'approprier le projet de révision constitutionnelle. Le chef de l'État est revenu aussi sur les 6 piliers de son programme d'action, notamment l'emploi des jeunes, le programme de développement de 145 territoires et la situation sécuritaire, particulièrement dans l'Est de la RDC. Le président de la République a remercié la population de Kalemi de l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé. Réunis à Kalemi dans le cadre de la 11e conférence de gouverneurs de province, le collectif des chefs des exécutifs provinciaux a exprimé son soutien à la position du président de la République sur la révision ou le changement de la Constitution. Le collectif l'a exprimé dans une motion lue par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Une occasion aussi pour les gouverneurs de province de présenter au chef de l'État quelques doléances contenues dans un mémorandum, notamment une dotation conséquente et régulière en crédit d'investissement, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement, la constitution des comités de pilotage provinciaux pour le suivi et l'évaluation du programme de 145 territoires et la poursuite du renforcement des mesures prises par le président de la République interdisant la déstabilisation de provinces par des motions fantaisistes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné l'importance d'une gouvernance des provinces inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement des territoires. Il a appelé les gouverneurs de province à instaurer des pratiques privilégiant la transparence, l'efficacité et le respect de biens publics. Le président de la République a aussi convié les gouverneurs à une transformation réelle et profonde des provinces conformément à ces 6 engagements. Intense activité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le chef de l'État a inauguré le nouvel immeuble du siège provincial de la Banque centrale du Congo. Le président de la République a visité, sous les explications de la gouverneure Marie-France Malangou Kabedi, le bâtiment administratif de la BCC qui abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour les hôtes de marque de la Banque d'émission de la monnaie nationale. D'une cérémonie inaugurale à une autre, dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, un centre de santé moderne est sorti des terres. Le centre de santé de la Motowa, localité située à 30 km de Kalemi, a été inauguré officiellement par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de longues distances à parcourir pour les mères, des bébés et les malades qui ont désormais sur place à Motowa un centre de santé équipé. Cet établissement hospitalier est capable de faire des accouchements, des césariennes et des tests des laboratoires, a rassuré le ministre de la Santé publique Roger Kamba. Le vendredi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à Kalemi la 24e réunion ordinaire du Conseil des ministres qui s'est apaisantie sur la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Outre la communication du président de la République, le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur toute l'étendue du territoire national et la situation épidémiologique en RDC. Et parmi les éléments à retenir de la rétro hebdomadaire, il y a ce drame survenu à Matadi Kibala et le lancement officiel de la délivrance du permis de conduire biométrique. Mami Kadima a fait cette synthèse et c'est la semaine en 5 ans.
L'actualité cette semaine reste dominée par la coopération. La République démocratique du Congo et l'Égypte s'accordent sur un soutien parlementaire mutuel en matière de la coopération internationale et du développement. Le président de l'Assemblée nationale y séjourne et exprime l'engagement d'appui à la demande du soutien de la RDC à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025 et son adhésion au Conseil des droits de l'homme 2026-2028. Après Canada, Azerbaïdjan, Goma et Bounia, la première ministre a participé à Médès à Rabat au Maroc. Ces forums symbolisent l'approche proactive du Maroc en matière de diplomatie et de coopération internationale. La première ministre a profité de cette occasion pour rendre visite à Bobila Dawa, ancienne première dame du Zaïre. Accident de route à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Un camion Ben a fini sa course dans la foule. Les bilans fait état, 7 morts dont 5 femmes et plusieurs blessés graves selon le porte-parole de la police. Une panne du système de freinage serait à la base de cet accident mortel. Et puis des permis de conduire biométriques avec puce officiellement lancés en République démocratique du Congo. Pour avoir, il faut réussir aux examens théoriques et pratiques. Signalons que c'est depuis 2017 que la délivrance de permis de conduire a été suspendue. Pour les vice-premiers ministres des Transports, c'est une avancée majeure dans les efforts pour améliorer la circulation routière et réduire les accidents. Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a parachevé l'assistance aux victimes de la démolition des Bipemba. Un calvaire qui touche finalement à sa fin avec cette arrivée de la ministre. Parlons sécurité, de nombreuses révélations après les bouclages au camp Kokolo. Une complicité militaire, police et civile pour commettre des actes répréhensibles. Plus de 100 personnes ont été arrêtées pendant l'opération. Une dizaine d'armes a été saisie et plusieurs dizaines de familles irrégulièrement installées ont été également déguerpies. Dans un autre chapitre, tourisme et paix, c'est le thème de la 4e semaine congolaise du tourisme. La République démocratique du Congo veut faire de son secteur touristique un vrai acteur pour la protection et surtout à travers la promotion des investissements verts pour faire du tourisme un véritable levier économique. Terminons par Kinshasa avec ces faits répréhensibles, mais qui ont l'air de se multiplier à Kinshasa. Le stade Vélodrome de Kinshasa est spolié par un individu qui veut construire une station-service, n'ait été la résistance des jeunes habitants du quartier environnant. Les ministres d'État, ministres des Affaires foncières et ministres d'Urbanisme ont fait les constats amers et ont suspendu les travaux. Le dossier, c'est le mois de décembre à travers le monde consacré à la lutte contre le VIH-Sida. La RDC a vu son taux de prévalence baisser. Une bonne nouvelle, cette sensibilisation doit pourtant se poursuivre. Cette 36e édition de la célébration de ce 1er décembre est placée sous le thème « Suivons le chemin de droit ». La rédaction vous propose ce papier signé Bobette Yengali-Samba, Papi Bongo et Malumbela. Les indicateurs de prévalence au VIH sont en baisse en RDC, résultat des actions menées voilà plus de 2 décennies, mais le sida circule toujours. Depuis 2013, nous sommes dans une épidémie de type généralisé, d'après une enquête de démographique santé. Mais il faut dire que la prévalence est plus élevée chez la femme que chez l'homme.
Les années 90 étaient marquées aussi par la floraison des ONG de lutte contre le sida. Parmi elles, Femmes Plus, qui milite pour l'accompagnement multisectoriel des personnes infectées à travers plusieurs services. Quand Femmes Plus a commencé il y a 30 ans, les personnes vivant avec le VIH ne savaient pas parler ouvertement de leur situation. Mais 30 ans après, les personnes qu'on a accompagnées à connaître leur statut sérologique, aujourd'hui sont des personnes responsables, sont des leaders des organisations, s'assument. Fondation Femmes Plus, c'est une organisation d'engagement de lutte contre le VIH-Sida. C'est une organisation qui s'est impliquée dès la première heure à ce que toutes les personnes qui vivent avec le VIH-Sida accèdent au traitement, et à ce que nous ayons une loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et dans cette loi, on prône la gratuité d'accès au traitement. On a aussi des soucis en ce qui concerne la prise en charge pédiatrique des enfants. Les différents services sont toujours accessibles à tous et les zones à forte promiscuité semblent être privilégiées, mais seulement des défis énormes pèsent encore sur la mise en œuvre des stratégies de lutte. Parmi les défis, nous avons beaucoup de contraintes, notamment liées à l'insécurité, liées à l'émergence d'autres épidémies. Vous avez connu Covid, actuellement on parle de Mpox. Il faut que toutes les couches sachent que la maladie est là, mais on peut se faire dépister à temps et commencer son traitement à temps et s'attendre à des bons résultats. La 36e édition de la Journée mondiale SIDA est placée sous le thème mondial suivant le chemin des droits. Ensemble pour renforcer le leadership de la communauté pour vaincre le sida d'ici 2030, c'est le thème national qui offre une occasion de rappeler les mesures efficaces. La prévalence demeure élevée et nous avons intérêt à continuer à lutter pour contenir la maladie. Nous pouvons quand même garder encore espoir. Malgré tout ça, qu'on n'oublie pas que le sida est toujours avec nous. Il reste prioritaire. Le VIH reste prioritaire. Dans les projections pour 2030, la RDC tient à tout prix à éliminer le VIH qui est considéré aujourd'hui comme problème de santé publique. La jeune génération n'a pas connu l'époque où le sida était une fatalité. Elle est malgré cela une catégorie à risque. Aujourd'hui, bien que le taux de prévalence soit en baisse, il est impérieux d'informer ces jeunes sur cette pandémie. Un élément de Malumbela et de Papi Bongo. Le VIH est toujours prioritaire en tant que problème de santé publique. Pour préserver la santé des jeunes et adolescents, il leur faut de bonnes informations. Ces jeunes, que pensent-ils du sida? En faisant les rapports sexuels, on peut attraper plusieurs maladies. La maladie qu'on craint plus, c'est le VIH. Parce que la maladie en question, il n'y a pas de traitement curatif pour ça, il n'y a que des calmants. Avant de faire les rapports sexuels, il faut porter le préservatif. Avant de se marier, il faut faire les tests de dépistage. Dans la sensibilisation des jeunes, le travail des pères éducateurs a porté des fruits. C'est l'une des stratégies du programme national de la santé de l'adolescent. C'est une pandémie qui touche beaucoup de gens et surtout d'ailleurs les adolescents et jeunes. Alors ce que nous faisons, nous arrivons par exemple au niveau de DPS, les divisions provinciales de la santé, nous formons et nous mettons en place un pool de formateurs provinciaux. Ces pools de formateurs provinciaux vont former à leur tour les prestataires de soins, de services dans les établissements de soins de santé. Et ensuite, c'est eux qui vont pouvoir accompagner les pères éducateurs qui seront eux aussi formés sur la santé et droits sexuels des adolescents et jeunes. Et ce sont aussi ces adolescents et jeunes qui vont continuer de travailler dans la communauté. La sensibilisation demeure une meilleure stratégie pour que les jeunes soient à l'abri du VIH. Un jeune qui n'a pas de bonnes informations, par exemple, si il est sexuellement actif et qui n'utilise pas le préservatif, il va tomber dans le piège du VIH-Sida. Donc aujourd'hui, si vous êtes sexuellement actif, utilisez correctement et systématiquement le préservatif. Les préservatifs masculins sont disponibles, les préservatifs féminins également. Donc il faut de temps en temps les porter, il faut de temps en temps s'en procurer. Quand vous avez des partenaires occasionnels, et ce n'est pas seulement l'affaire des hommes, c'est aussi l'affaire des femmes. Ce n'est pas seulement l'affaire des vieux, c'est aussi l'affaire des jeunes. Mais même les enfants,
Vous voyez, donc il faut toucher tout le monde. Pour mener à bien sa mission, le programme éprouve d'énormes difficultés. Il y a aussi un faible taux de couverture en service de santé des adolescents et jeunes. On n'a pas vraiment de services qui accompagnent les adolescents et jeunes au niveau des entités, au niveau des divisions provinciales, au niveau des provinces. À part cela, il y a aussi ce faible accès aux informations correctes en ce qui concerne la santé sexuelle des adolescents et jeunes en général, mais aussi en ce qui concerne la lutte contre le VIH. Alors, quand ils ne sont pas exposés aux bonnes informations, ils s'adonnent aux mauvaises informations et aux rumeurs. Donc voilà pourquoi ils peuvent avoir un comportement sexuel irresponsable. Donc voilà. Toutefois, les études démontrent que les jeunes restent les personnes à risque face à la pandémie du VIH-Sida, surtout ceux qui sont très actifs sexuellement. Certainement remarqué que les cultures étrangères ont l'air de prendre beaucoup de place en ce moment quand on en vient à parler du mariage coutumier. Les traditions se mélangent visiblement. Ce troisième dossier porte les marques de Mami Kadima et de Chantal Okoloba. Les cérémonies des mariages coutumiers sont des occasions uniques de célébrer la fierté culturelle congolaise. Par ailleurs, cette touche disparaît avec le temps et les jeunes mariés semblent ne pas tenir compte de certaines exigences de nos us et coutumes. Il y a ce qu'on appelle l'appel à la culture extérieure, la culture ouest-africaine, culture nigériane, culture béninoise dans l'accoutrement, ce qui n'est pas mauvais, mais nous disons pourquoi cette inconstance. C'est lié au progrès, c'est lié à la curiosité, c'est lié au fait que les gens préfèrent faire mieux que les autres ou apporter quelque chose de nouveau dans leur cérémonie, nous ne savons pas. C'est des questions aussi auxquelles cette jeunesse est butée. Pourquoi c'est cette curiosité? Nous disons, écoutez, ça innove un tout petit peu, on n'est pas trop contre ça, mais nous disons pourquoi nous ne continuons pas à garder notre propre culture. Plusieurs facteurs sont à la base de ce relâchement. Les métissages des cultures et les réseaux sociaux en sont pour quelque chose. Les influences étrangères, l'influence des médias sociaux, donc les gens veulent vite s'exposer et se vendre. C'est ce qui fait que la dot aujourd'hui, ce mariage coutumier prend une dimension qui est tout à fait différente de ce qui se faisait dans les temps. Pour consacrer un mariage coutumier, il faut la dot. Une obligation sans laquelle l'union ne sera pas approuvée par la famille de la future épouse. La dot en RDC varie selon les provinces, les tribus ou les familles. Actuellement, les parents essayent un peu d'exagérer, de donner une facture là au-delà. Si la fille a étudié ou une fille qui travaille, les parents veulent donc donner la facture plus que la dot au niveau du village. Aujourd'hui, les parents commencent à demander des chaînettes en or. Papa demande des groupes électrogènes, il précise des KVA, congélateurs. C'est vraiment exagéré, ce n'est pas dans nos cultures. Revenons à nos cultures. Il y a des familles qui souhaitent en priorité que leur fils ou leur fille, n'est-ce pas, se marient. Ils voient le bonheur, le bien-être de leur enfant. Lorsque le côté matériel est mis de côté, là, la dot peut retrouver, à mon avis, sa valeur d'antan. Mais lorsque la dot est perçue comme un bien de valeur qui viendrait améliorer le bien-être d'une famille, en ce moment-là, nous n'allons pas préserver notre culture, même si symboliquement il y a des gens qui viennent donner la dot. Je me souviens, il y a quelques mois, ici, il y avait un député qui avait osé faire une telle proposition. Mais je crois qu'il y a eu une tollée ici dans la rue. Personne ne voulait entendre parler de ça. Mais pourquoi les députés a-t-il pensé à ça? C'est parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui exagéraient. Un autre aspect des choses, c'est la décoration qui s'invite obligatoirement dans cette cérémonie. La modernité oblige. Quoi qu'il en soit, à chaque région d'Afrique, ses exigences pour le mariage coutumier ou traditionnel. Ces tenues sont code vestimentaire, même si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, notamment dans l'organisation d'un mariage coutumier, l'identité congolaise et notre patrimoine culturel à préserver à tout prix.
Et l'invité de ce journal magazine, c'est le vice-président du Conseil économique et social qui annonce la clôture demain lundi d'une session organisée par cette structure. Toutes les matières sont épuisées. Et dans le fonctionnement du Conseil économique et social, nous avions dans le calendrier adopté 8 matières. Sur les 8, il y a 8 avis qui ont été débattus et adoptés. Et les 3 vont continuer pendant la période d'intercession qui s'ouvre déjà ici en décembre. Le Conseil économique et social était au rendez-vous et a adopté 5 avis. Le premier avis, c'est sur la lutte contre les érosions. Deuxième avis que nous avons adopté, c'est sur les énergies renouvelables. Troisième avis, c'est sur la problématique de la couverture santé universelle en RDC. Un autre avis, c'est sur l'agriculture urbaine. Et enfin, nous avons examiné un autre avis et adopté, c'est sur l'importance de la maîtrise des variables démographiques. Le programme se présente de la manière suivante. Demain, à 10h, nous avons une plénière de clôture, c'est-à-dire nous allons devoir adopter nos derniers procès-verbaux des séances plénières et ensuite nous aurons une restitution des activités que le Conseil a menées au niveau du partenariat à l'échelle internationale. Et c'est seulement après que va intervenir la clôture, mais qui sera animée par le président du Conseil économique et social, son Excellence Jean-Pierre Kiwakana, qui va faire son allocution de clôture. Nous prenons à présent la suite de l'actualité. Retenez que la révision de la contribution déterminée à l'échelle nationale contre le réchauffement climatique, question au cœur de l'atelier national organisé par l'ONG Sarwa en partenariat avec Africa Climate, un reportage de Malumbela. Il était question de discuter sur les notes politiques élaborées par des chercheurs et portant sur des secteurs d'activité en lien avec la lutte contre les changements climatiques. À l'issue de cet atelier, Sarwa va produire un rapport technique qu'il va soumettre au gouvernement pour contribuer au processus de la révision de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la RDC CDN 3.0 dont la date de soumission à l'ONU est prévue le 10 février 2025. Les participants ont formulé des recommandations au gouvernement. Il s'agit entre autres de mettre en place un plan concerté de mobilisation des ressources, de renforcer les structures existantes sur l'observation de la qualité de l'eau, de valoriser des terres en milieu ruraux, de recruter et d'installer des vétérinaires, des moniteurs agricoles et des agronomes territoriaux en leur dotant des moyens conséquents pour mener à bien leur mission de réhabiliter et de tracer de nouvelles routes des dessertes agricoles. Dans le secteur de l'agriculture, il a été recommandé au gouvernement d'identifier et de valoriser les connaissances endogènes ancestrales en matière de culture, encourager l'agriculture familiale par rapport au parc agricole, créer des banques de conservation des semences en voie de disparition. Au regard de cet engagement, le directeur exécutif de Sarwa a salué la détermination des participants de voir la RDC se développer à partir de ses ressources naturelles dans ce contexte de lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique. Les statuts de la compagnie d'aviation Air Congo signés le 20 septembre dernier. Le premier avion arrivé le 30 novembre et un deuxième attendu ce 15 décembre. Le ministre du portefeuille était à l'aéroport pour l'accueil de cette première acquisition. Un reportage d'Edith Chala. Le secteur du transport aérien connaît une nouvelle ère avec l'arrivée du premier Boeing 737-800 de la compagnie Air Congo en provenance d'Addis Abeba. À l'aéroport international d'Indjili, plusieurs officiels à la tête desquels se trouvait le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa qui a mené le processus de la création de cette société à participation congolaise. Merci au président de la République. Grâce à sa vision, a permis la création d'une nouvelle société aérienne. Et aujourd'hui, je voudrais dire au peuple congolais que lorsque le chef promet, il réalise. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, je voudrais saluer le partenaire Ethiopian Airlines pour sa détermination aussi à pouvoir avec la RDC construire une grande société aérienne qui va permettre aux Congolais de désenclaver le transport à l'intérieur, mais aussi à partir de Kinshasa,
de rayonner à travers l'Afrique et à travers le monde. Le directeur général de Air Congo, Walder Georgis Mesfin Birou, est rassurant. Nous sommes fiers que cette compagnie va donner les services à l'intérieur du pays et international. On va couvrir 13 destinations à l'intérieur du pays. Après, on va aller régionaux et continuer à être international. Premier vol ce 1er décembre à destination de Lubumbashi, inaugurant ses réguliers qui desservira toutes les grandes villes du pays. Un deuxième Boeing 737 est attendu sous peu avec la perspective d'une flotte plus adaptée aux besoins domestiques et internationaux. La concurrence qui grandit dans le secteur de transport aérien fait le bonheur des voyageurs congolais. Et puis Massima Nimba vote pour ses élus au niveau national et provincial. Parmi les candidats en lice, il y a Antoinette Kipoulou qui a mobilisé la foule sur place à Mazi. Un reportage de Cédric Kenina. Des mémoires des journalistes, le territoire de Massima Nimba n'a jamais connu une telle effervescence. Une marée humaine qui déferle pour confirmer la vitalité de l'espace démocratique et l'attachement à Antoinette Kipoulou Kabenga, candidate aux législatives, et qui porte la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ses actions au profit de la communauté. Massima Nimba cité était noire du monde. Pour atteindre les lieux du meeting, ce qu'on appelle Manto a été contraint de faire 5 km de marche après avoir communié avec sa base. Des pagnes, des t-shirts et casquettes ont été offerts en signe de reconnaissance. À la grande satisfaction de ses interlocuteurs, Antoinette Kipoulou promet de faire mieux qu'avant, déterminée à focaliser toute son attention sur les questions du développement de sa province en général et en particulier de Massima Nimba, son terroir, comme elle a toujours fait, à l'image de ses nombreux projets de développement dans tous les domaines. Le développement du Kwilu est dans l'agriculture. Le chef de l'État pour cette année a focalisé son programme sur l'agriculture. Nous avons déjà 717 hectares de maïs. Et c'est là au profit non seulement de Massima Nimba, mais de toute la République. Ce meeting a été également une occasion pour Antoinette Kipoulou de réaffirmer son attachement et son appartenance à sa famille politique, l'Union sacrée, de même qu'elle n'a pas manqué d'exprimer sa loyauté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et appeler à une adhésion massive au projet de changement de la Constitution. Et à l'approche de l'élection à Mazi et à Yakoma, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a apporté son soutien aux candidats de l'UDPS engagés dans cette bataille électorale. Cet appui financier du premier vice-président de l'Assemblée nationale permettra aux candidats alignés sur la liste de l'UDPS de maximiser leurs chances pour assurer une victoire à ces élections législatives reprogrammées en vue de conforter la position du parti à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Faisant office des rapporteurs et président ad intérim de la commission électorale du parti CEP, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai a en outre prodigué des sages conseils aux candidats tout en leur exprimant sa volonté de les voir rejoindre l'Assemblée nationale afin de soutenir le travail des réformes engagées au sein de la Chambre basse du Parlement. Réformes qui convergent avec la vision du chef de l'État et autorité des références Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réceptionnant cette enveloppe de main du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le patriarche Henri Kabois, membre de la CEP et notable du Kwilu, a remercié le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai pour ses gestes de soutien aux candidats du parti et promet de mouiller les maillots pour que l'UDPS obtienne les résultats attendus. Notons que pour cette élection du 15 décembre 2024, la circonscription de Massima Nimba compte 5 postes à pouvoir à la députation nationale et 8 à la députation provinciale, tandis que celle de Yakoma en compte 2 pour la députation nationale et 4 pour la députation provinciale. L'UDPS compte jouer sur les capacités managériales du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai pour rafler le maximum des sièges dans ces 2 circonscriptions électorales. Vous suivrez ce reportage en page magazine après ce journal. Et ils sont bien rangés et mobilisent à fond en faveur de la révision de la Constitution. 2 figures bien connues du monde politique, je cite Christophe Lutundula et Noël Tchani.
Il faut agir et agir vite. Et d'ailleurs, c'est un peu tard qu'on soit en train de parler de ces changements aujourd'hui qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Je vous donne l'exemple. Quand j'ai soulevé la question de la loi Tchani des pères et des mères et d'épouses, les gens ont dit qu'il ne fallait pas que cette loi-là passe avant les élections de décembre 2023. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est légitime que nous agissions maintenant. Que l'enjeu d'élection de 2023 qui disait « Oh, on veut éliminer tel candidat ou tel autre », c'est déjà derrière nous. Il n'y a plus ces enjeux-là aujourd'hui. Nous avons un président de la République qui a été élu avec 73%. Vous savez ce que c'est 73%? Lorsque vous avez 20 candidats en lice dans la course, ça veut dire qu'il a la légitimité. Il peut initier une révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il considère que le pays est mal géré et que les institutions ont besoin d'être renforcées pour que ça puisse fonctionner mieux. Par conséquent, n'ayons pas peur de faire ce qui est bon pour notre pays. L'ADP rappelle que depuis la législature passée, compte tenu de plusieurs dérapages connus par la Constitution actuelle et de problèmes rencontrés particulièrement au niveau des institutions provinciales sous le régime précédent, son président national, le sénateur Christophe Lutundula Apala Penapala, n'a cessé d'appeler à travers le média à l'évaluation froide de la mise en œuvre de cette constitution par un comité